Écoutez, Franck et Jérôme, je vous remercie d'avoir assisté, de nous faire cette conférence parce que tous les deux, vous êtes allés à l'est de Toulouse, c'est-à-dire loin quand même, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Vous avez vu ce qu'était la chirurgie adulte et infantile dans ces pays. Est-ce qu'il y a des grosses différences techniques? Les anglo-saxons n'opèrent pas toujours comme nous, mais surtout, vous avez vu un autre mode de vie pour les chirurgiens. Et Franck, on t'écoute. Tu vas nous raconter la partie infantile et puis après, dans le débat, on discutera du reste. Ouais, merci Philippe. C'est un petit peu moins conventionnel que d'habitude, vous l'aurez compris. J'invite Jérôme à intervenir même pendant que je parle pour compléter ou peut-être même me corriger parce que je peux faire des bêtises. Donc, la première question, c'est pourquoi partir? Euh, c'est parfois imposé dans le cadre d'un projet universitaire, bien sûr. Mais il faut savoir que notre profession nous permet de le faire et c'est quand même une chance. Et c'est dommage, en tout cas, de ne pas considérer la possibilité de partir. Après, où partir? Euh, En général, il est fortement recommandé de partir dans un pays anglophone parce que c'est quand même la langue de communication internationale en médecine, hein, et y compris donc en orthopédie. Ça permet d'apprendre cette langue-là. Ça permet également de rencontrer des nouveaux collègues, de créer un réseau, et c'est essentiel. Enfin, euh, où partir, autant choisir une destination anglophone agréable dans la mesure du possible. Et si on peut pratiquer la chirurgie, c'est encore mieux. Et là, de ce point de vue-là, les États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que l'Australie paraît, comme la Nouvelle-Zélande d'ailleurs, une bonne destination parce qu'elle remplit tout le cahier des charges. Alors, comment partir? La démarche, elle peut être complètement personnelle parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut aller directement sur les sites des hôpitaux que l'on vise et on peut vérifier si ces hôpitaux offrent un programme de fellowship structuré avec une activité bien définie et une activité salariée puisque les postes de fellow sont budgétés de cette manière-là. Mais c'est quand même plus facile et plus fréquent d'avoir la bienveillance et l'initiative d'un ou de plusieurs de nos aînés pour faire cela. Et donc, j'en viens à ma première diapositive euh, qui retrace mon histoire personnelle, si ça veut bien marcher. Donc voilà, ça part d'une discussion entre Jean-Philippe Cahuzac sur la droite de cette photo, avec Bruce Foster à ma gauche, à un congrès à Boston, peut-être 2 années, au moins 2 années avant mon départ, et ils conviennent que ce serait une bonne idée que j'aille faire un fellowship. La discussion part au départ sur du rugby, et puis ça finit à proposer ma candidature pour un fellowship. Mais ça n'est pas si simple parce que les fellowships qui sont demandés, on le sait, ils sont un peu prestigieux, peut-être c'est pas le mot, mais disons qu'ils sont très demandés, donc il y a un processus de sélection. Et donc, c'est là qu'intervient Jean Puget, donc à gauche sur la photo, qui m'avait accompagné pour visiter mon service hôte, pour me présenter, on avait fait un congrès ensemble et après, des années plus tard, j'ai appris que ça avait fait la différence dans la sélection. Donc, c'était une occasion de lui rendre hommage. Alors, il faut être prêt à faire des démarches administratives. Euh, il s'avère que moi, j'ai été 2 fois dans cette situation à 16 ans d'intervalle et ça ne s'arrange pas avec le temps. Donc ça, là, ce que j'ai mis à l'écran, juste pour imager bien sûr mon propos, ça n'est que l'aspect vérification
et, euh, et transmission des diplômes, traduction en anglais. Ça n'est qu'un aspect. Après, il y a le visa, après, il y a tout ce processus est extrêmement long et complexe. Pour bien faire, il faut y accorder une année complète. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça prend du temps et de l'énergie et qu'il faut être suffisamment motivé. Dans mon expérience personnelle, le fait d'avoir un correspondant sur place, ça fait la différence, d'avoir vraiment un contact qui permet de conseiller, qui permet parce que tout seul, ça peut être un peu décourageant. Mais vraiment, prendre du temps pour y arriver. Alors, l'activité sur place, donc on pourrait en parler très longtemps, c'est le cœur du sujet. Quelles sont les différences, quels sont les points communs? La formation, elle est différente. Après les études de médecine, on va faire un cursus un peu général, euh, ce qu'ils appellent les résidents. Il y a une partie qu'ils appellent internship, où on va aller de service en service pour avoir une activité clinique. Puis après, lorsqu'on devient registrar, c'est-à-dire dans la spécialité, dans l'orthopédie, ça n'est qu'après avoir été sélectionné sur une base d'interview. Et cet aspect-là, il est vraiment très spécifique, très singulier, parce qu'on va rencontrer les personnes responsables des différents hôpitaux où on aspire à être engagé. Et donc, il y a ce processus de sélection. Toujours pour parler de la formation, euh, la, la formation d'orthopédie, elle est sanctionnée par ce qu'on appelle le fellowship exam, qui est organisé sur 2 ou 3 jours et qui inclut une partie écrite, bien sûr, de connaissances pures, des situations cliniques auxquelles on doit répondre à l'écrit, encore une interview, un examen au lit du malade et également une observation des attitudes au bloc opératoire. C'est un examen que les étudiants travaillent au moins un an à l'avance à la manière dont nous, on prépare l'internat. C'est-à-dire que c'est assez intense. Il y a des cours du soir, généralement au moins 3 fois par semaine. Les registrars se réunissent 2 heures le soir pour bachoter, pour évoquer des situations cliniques ensemble, faire des simulations de l'examen, parce que cet examen, il est difficile. Et il y a aujourd'hui de l'ordre de 40% d'échecs. Donc, il n'est pas rare d'avoir des chirurgiens en formation qui le passent des fois même, voire 3 fois. Et en attendant, on est service registrar, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir une activité de registrar. Ils sont postés en plus des autres avec un salaire qui est modeste, mais ça leur permet d'attendre. Donc ça, c'est pour la formation de manière très schématique. Maintenant, comment est-ce qu'on pratique là-bas? Ben, il y a du privé, il y a du public. C'est à peu près la même chose qu'en France. La différence, c'est que si on est dans le public, en tout cas en termes d'universitaire en France, on peut pas avoir de pratique à l'extérieur de l'hôpital. Là-bas, ça ne pose aucune difficulté. C'est-à-dire que il y a très peu de chirurgiens qui ne travaillent qu'à l'hôpital. Ils travaillent aussi dans une clinique 2, 3 demi-journées par semaine. C'est tout à fait classique. Euh, les, euh, les salaires sont très différents. Ici, ce sont les acteurs de cinéma ou les grandes familles dans le luxe, Louis Vuitton, etc., qui roulent avec des Porsche et des Ferrari. Là-bas, c'est les orthopédistes. Donc, le salaire, il est un salaire moyen, c'est de 40 000 euros par mois, sachant que la fiscalité est beaucoup plus avantageuse en plus qu'en France. Et ça peut être beaucoup plus, bien évidemment. Dans les grandes villes, à Sydney, à Melbourne, les chirurgiens gagnent beaucoup plus d'argent. Comment ça se passe, l'activité là-bas? Eh bien, il y a moins d'heures, clairement. Ça commence assez tôt le matin, mais ça finit beaucoup plus tôt l'après-midi. À 17 heures, tout le monde est rentré à la maison pour voir sa famille, faire du sport, prendre l'air. Et parfois même, c'est 16 heures. Donc, ça c'est quand même une différence assez importante.
au travail, c'est assez détendu, puisque je pense il y a des cadences qui sont moindres, donc ça s'en ressent sur la qualité de vie au travail. Il y a beaucoup de calme, de respect, de sérénité, ce qui m'a marqué, moi. Les représentants des labos sont très présents. Dès qu'on met, non pas une prothèse, hein, mais si on met une vis, une plaque, le représentant du labo est là pour vérifier que l'indication, qu'il y a bien les tailles, qu'il y a bien l'ancillaire. Donc c'est pas mal parce que ça, là aussi, ça apaise les infirmières qui ont moins de pression, le chirurgien qui a moins à vérifier. Donc c'est assez intéressant. L'AOE, l'Australian Orthopedic Association, est très bien, fonctionne très bien structurée. Ils ont des branches en fonction des États, évidemment. Donc, ils ont des congrès dans chaque État. Puis après, ils ont des congrès interstate. Et après, ils ont un congrès annuel national. Et tous les 2 ans, c'est un combine meeting avec la Nouvelle-Zélande. C'est assez intéressant. Les chirurgiens lisent beaucoup, ils ont des connaissances théoriques qui sont très bonnes, je trouve, enfin, dans mon expérience, meilleures que les orthopédistes français. Ils ont des bases qui sont pas mal influencées par les États-Unis. Je parlais des registrars qui bachotent leur fellowship exam, ils travaillent leur référence, c'est ce qui s'appelle OKU. C'est c'est un bouquin, ça s'appelle Orthopedic Knowledge Update. Je vais vous en montrer un. Et alors? Je sais pas, il y a plusieurs volumes. Donc ça, c'est celui pour la pédiatrie. C'est remis à jour régulièrement et ça, c'est leur base de travail. Donc, voilà pour les différences. Peut-être, Jérôme, tu voudrais compléter, toi, en fonction de ton expérience, ce que je viens de dire ou corriger. Oui, moi je voudrais bien parler de la patientèle aussi, que j'avais trouvé beaucoup plus facile à prendre en charge finalement que ce qu'on peut voir dans nos grandes villes notamment, avec très peu de mise en cause, très peu de poursuites pénales. Les patients sont beaucoup plus autonomisés aussi que le sont nos patients en France, qui ont quand même tendance à être assez assistés. Moi, ça m'avait beaucoup marqué ça, notamment dans la prise en charge des sportifs de haut niveau. Et ça, c'était quand même très appréciable, le contact avec le patient qui était très simple et sans voilà, cette espèce de relation un petit peu légale qu'on peut avoir en France de temps en temps, quoi. Ça se voyait d'ailleurs dans les scores fonctionnels parce que quand on comparait les résultats des séries des prothèses à Auckland, moi j'avais bossé à Auckland aussi, versus ceux de Londres, il y avait 20 points de plus sur le pouce, alors que les deux chirurgiens faisaient les mêmes techniques. C'était Claude Orsi, je crois que c'était Andy Williams à Londres, et les points, en fait, ils étaient rien que le caractère des patients, quoi, qui étaient beaucoup plus tolérants en Nouvelle-Zélande et qui avaient tendance à accompagner plus la chirurgie que voilà, de dire le chirurgien a mal fait quelque chose. Pour moi, c'était assez marquant comme différence par rapport à la France. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, Franck. Non, non, je suis d'accord. Je rajouterai peut-être que quel que soit le niveau économique, les classes sociales des patients qu'on a à soigner, il y a beaucoup de respect, je trouve, Ouais. pour le chirurgien, pour le personnel en général. J'ai jamais rencontré des situations désagréables auxquelles on peut être confronté en France, en Australie, en fait, quelles que soient les conditions d'ailleurs, hein, que ce soit le jour, la nuit, parce que moi je prenais des gardes la nuit là-bas aussi lors de mon premier séjour. Et bon, après, évidemment, on tombe sur des gens qui comprennent plus ou moins, mais en tout cas, qui font toujours preuve de bonne volonté quant aux informations qu'on leur donne et des efforts, en tout cas, et de bonne volonté quant aux consignes qu'on leur recommande de faire. Ouais. Ouais. Aussi, c'était très administré. J'avais trouvé, en tout cas à Melbourne, avec Ouais, c'est la même chose. ouais, ça laissait beaucoup de liberté au chirurgien. Finalement, le côté administratif était géré par voilà, des cadres machin qui le faisaient très bien. Le chirurgien était vraiment concentré sur l'activité chirurgicale. Ils avaient très peu de temps administratif, je trouvais. Ça, c'était quand même un confort de pratique assez important, quoi. Ouais, j'ai le même avis. Ouais, les, le temps de travail, les heures passées à l'hôpital, enfin, c'est moindre, hein, Ouais. encore une fois, dans ce que moi je constate, mais par contre, quand ils y sont, quoi, et ils se concentrent sur des choses qui sont pertinentes. Parce que quand je regarde, moi, simplement aujourd'hui, j'ai opéré, mais
au total, j'ai passé une bonne heure sur l'ordinateur à faire des codages, à faire des... Et ça, j'ai pas l'impression qu'il passe autant de temps. Non, Donc, il travaillait c'est... avec des médecins, des assistants. Donc, alors, je ne sais pas si tu avais ça toi aussi. Il travaillait avec des médecins qui leur adressaient les patients, qui faisaient les aides opératoires au bloc. Il y avait une certaine connivence avec donc, le généraliste qui t'adresse un patient et il vient avec toi au bloc. Il faisait l'aide opératoire, quoi. Ça marchait comme ça. Donc, ça, c'était un peu surprenant pour moi. C'est quelque chose qui serait probablement pas accepté en France. Hmm. Euh, bon, c'était le système. Non, j'ai connu ça aussi. J'ai connu la même chose. Même puisque c'est quand même c'est quand même quoi, des tranches de vie qu'on partage avec vous ce soir. Moi, j'avais envisagé de le faire parce que de faire aide opératoire en tant que médecin, ça, j'aurais pu le faire puisque là, sur mon dernier séjour, j'étais pas rémunéré. J'avais envisagé de le faire parce que faire quelques aides opératoires dans la semaine, ça revient quasiment à avoir un salaire complet en France. Donc, Est-ce que vous me permettez de prendre la parole sur ce sujet? Vous m'entendez? Mon père était médecin et à son époque, quand on opérait un de ses malades, il allait à l'intervention, il était l'aide opératoire et le chirurgien cochait une case sur la feuille de sécu et il était payé pour cette aide opératoire. Et ça s'est arrêté vers les années 85-90, 1985-90. Mais avant, le médecin assistait aux interventions de ses patients, avait en plus le chirurgien leur donnait les directives pendant l'intervention, et le malade était mieux suivi, mieux soigné. C'était une très bonne idée. C'est arrêté, mais ça peut revenir. Bon, je vous laisse bon, continuer, c'est passionnant. non, non, c'est intéressant. Alors après, voilà, c'est pas dans ce cadre-là, hein, c'est pas le médecin du patient Ah, qui vient, mais donc là, c'est un médecin qui décide parce que ça l'intéresse, parce que c'est un complément de voilà. salaire qui fait ça, ouais. Une question. Est-ce qu'il y avait en Australie les physician assistants? C'est un peu ce que ce que vous disiez là. C'est une spécialité particulière en fait qui suit le chirurgien senior et qui Ouais, règle en fait tous les problèmes administratifs, qui répond aux patients oui, quand ils appellent, ah, enfin, qui absolument, oui. finalement qui soustrait au chirurgien tous les problèmes emmerdants, quoi, si j'ose dire. Ouais, alors après, il y a sur le dernier point là, que tu évoquais, là, sur les appels, sur le Ouais. post-op, c'est beaucoup et très très bien géré par des infirmières qui sont dédiées à ça. Qui sont des infirmières de liaison, qui connaissent très très bien le soin post-opératoire, qui savent dépister les complications, qui sont en première ligne, qui peuvent gérer nombre de situations ou d'appels par elles-mêmes, qui après, bien sûr, vont en référer au chirurgien quand c'est nécessaire. Donc ça fait une espèce d'écran déjà qui va protéger le chirurgien. On parlait tout à l'heure de ces tâches dans la journée, à des tâches qui sont peut-être plus pertinentes que de répondre à un écoulement de cicatrices ou je ne sais quoi. Ouais. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même essentiel parce qu'il y a quand même il y a pas mal d'internes qui nous écoutent. En fait, ces fellowships-là, il y a bien sûr, vous le savez, mais il y a des research fellows, donc qui sont là essentiellement pour une expérience à l'étranger, mais participer à des travaux de recherche et avoir à ce titre des publications. Ceux-là, parfois, peuvent suivre des chirurgiens, aller au bloc opératoire, mais pas s'habiller, en tout cas s'ils s'habillent pas trop touchés et encore moins opérés par eux-mêmes. Et à côté de ça, il y a les clinical fellowship. Donc moi, j'ai eu la chance de faire ça à l'époque, j'entends, qui permet d'avoir une activité à part entière. C'est-à-dire que moi, j'avais été même surpris en arrivant le premier jour de consultation. J'avais mes box avec les patients qui étaient déjà à l'intérieur et après avoir suivi le patron dans deux box, l'infirmière m'a dit, oh, ça va pas avancer tout seul là-bas. Et c'est comme ça que ça se passe. Et après, c'est c'est extrêmement formateur, intéressant aussi d'un point de vue du leadership, parce qu'en tant que clinical fellow, on va superviser tous les registrars. Parce qu'en général, ils considèrent que le fellow est quelqu'un qui est plus senior, plus formé que les autres. Donc là aussi, c'est pas mal de responsabilités, parce qu'on doit coordonner les activités de recherche quand ils en ont, et on a la priorité au bloc opératoire. Et si jamais un d'eux au bloc est en difficulté ou a besoin d'aide, ben, il fait d'abord appel au fellow avant d'appeler un senior. Donc, c'est une vraie activité clinique
Mais bien entendu, en termes d'organisation, de cahier des charges pour y accéder, ben, il y a plus d'éléments à fournir, évidemment, que pour un research fellow. Il faut faire traduire, je le disais tout à l'heure, avoir comment ça s'appelle? Il faut passer devant un notaire qui doit attester du caractère véridique du diplôme, etc., etc. Donc tout ça, c'est du temps, de l'énergie passée, mais quand on peut le faire, c'est quand même intéressant. Et j'ai pas mentionné, mais c'est pas le moindre des éléments, c'est la langue anglaise, évidemment. Eh ben, il faut arriver à un certain niveau et pouvoir passer l'examen. Ça ne se fait pas tout seul. Ça nécessite pas mal d'efforts personnels, là, pour le coup. Et des fois, on n'y arrive qu'au bout de plusieurs tentatives, et des fois, on n'y arrive pas du tout. Donc, là, voilà pour les différences en termes de pratique. Donc, ça, c'était le topo que j'avais fait en fin d'année dernière, Philippe. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai repris exactement ma diapo. Vous voyez, j'avais parlé des complications d'arthroscopie et je m'étais attribué à Toulouse, France et à Adélaïde, Australie. Vous voyez, et ce topo était demandé par les POS et par la Société d'orthopédie pédiatrique indienne. Et donc, cette diapo, ça veut dire qu'après, c'est toute la vie finalement des suites, des bénéfices de ce fellowship, de cette expérience à l'étranger. Je viens de parler de la langue à l'instant, le réseau qui se constitue, et c'est extrêmement c'est positif, c'est très enthousiasmant, là, cette émulation ensuite, quand on a des contacts à l'étranger, bien évidemment, c'est des opportunités de recherche. Donc là, ça n'est qu'un case report, mais du JBJS. Lors de mon dernier passage l'été dernier, ben, on a fait, en faisant intervenir une équipe que je connais au Danemark qui est spécialisée dans l'analyse des explants avec des microscopes. Donc voilà, ça permet assez facilement de mettre en commun toutes les compétences, les expertises et de faire des travaux comme ça. Mais aussi, après, ça permet d'avoir des visites dans le sens retour. C'est-à-dire que mon patron, à droite de l'écran, puisque l'autre c'est moi, Bruce Foster, est déjà venu plusieurs fois à Toulouse. Il avait d'ailleurs fait une conférence. Il est venu à Carcassonne, en effet, Pierre, tu reconnais le panneau, mais il avait déjà fait une présentation, fait un cours dans le cadre de cet enseignement-là, un lundi soir, puisqu'il était venu au PPR il y a quelques années. Il est venu faire la visite chez nous en lui présentant les cas difficiles à une autre occasion. Et aussi, j'y suis reparti, moi, une deuxième fois pour passer 8 mois récemment. Donc, ça ne s'arrête pas au retour de la première expérience. C'est là où je voulais en venir avec cette diapositive. Et ça n'est que l'aspect purement professionnel. Ça c'est Bruce sur la photo avec mes deux fils. Donc, vous voyez que maintenant, c'est le tonton d'Australie, quoi. C'est aussi ce que tu voulais qu'on dise, Philippe, parce que c'est la réalité des choses. C'est une expérience de vie. Et pas seulement une expérience professionnelle chirurgicale. Et après, il y a évidemment, je ne peux pas passer cet aspect-là sous silence. C'est un pays magnifique. Et là, Jérôme, je vais te redonner la parole. Moi, je vais parler de l'Australie parce que je connais la Nouvelle-Zélande, mais un peu moins que toi. L'Australie, c'est magnifique. C'est un continent. Ça, c'est une photo prise par ma femme sur une île de sable qui est la plus grande île de sable du monde, qui s'appelle Fraser Island, dans le Queensland, qui a la particularité d'avoir ces chiens sauvages toujours à l'état natif. C'est une race pure, c'est les dingos, donc ça peut être dangereux, hein, régulièrement, ils mangent l'enfant. Et donc là, c'en est deux qu'on a saisis sur la plage en train de se faire un bisou. Donc c'est extrêmement plaisant de pouvoir travailler, puisque là, moi, récemment, ça m'a permis de travailler dans plusieurs villes. Je suis allé opérer à Cairns, à Brisbane, à Sydney,
Je suis allé à Darwin. Donc, à chaque fois, on peut me faire des family trips comme celui-là. Là, vous voyez, là, ça, c'est les 12 apostles, c'est les 12 apôtres où j'étais allé avec Jean Puget d'ailleurs. Et donc là c'est sur la Great Ocean Road en descendant de Melbourne à Adélaïde. J'étais allé à Melbourne et on est redescendu en voiture. Voilà, après, c'est les souvenirs pour la vie. Voilà pour les diapositives. Jérôme, je te laisse la parole pour l'aspect extra-professionnel. Ce que tu fais, tu vas arrêter ton partage d'écran. Voilà, c'est bon, normalement. Moi, j'aurais bien rajouté des petits éléments pratiques pour, je pense qu'il y a des jeunes qui veulent peut-être, qui seraient peut-être intéressés par ça, qui verront cette présentation. Parce que moi, j'ai eu un parcours un peu différent de Franck. Je suis parti en loup solitaire. Je suis parti après mon clinica parce que j'avais de l'attente pour m'installer. Je suis installé au Pays Basque maintenant. Et je ne savais pas trop quoi faire. J'avais 2 ans d'attente. Donc, je suis parti tout seul. Je me suis renseigné. J'ai regardé les différents fellowships. J'ai trouvé que le site de l'Australian Laoway, dont parlait Franck, très bien fait. Donc, j'ai postulé à plusieurs fellowships qui m'intéressaient autour de la chirurgie du genou du sportif. Je m'étais renseigné avant. Donc, c'était pour des clinical fellowships, comme disait Franck, c'est-à-dire que ce sont des fellows où vous travaillez vraiment. Il y a une partie qui est dans le privé où vous êtes aide opératoire, donc 2 jours par semaine. Et 2 jours par semaine, vous travaillez dans le public. Donc là, vous êtes chirurgien, hein, vous êtes sous supervision, mais bon, rapidement, ils vous laissent tout seul au bloc opératoire avec votre interne et tout. Donc ça, c'était vraiment bien. Il y a une journée de recherche pleine qui permet de produire pas mal d'articles. Moi, j'avais permis d'en publier une quinzaine. Et c'est vrai que c'était des organisations fantastiques où on rentre à la maison vers 16-17 heures. Il fait encore beau, tout le monde va faire du sport, on se retrouve pour aller prendre une bière. C'est vraiment très, très, très sympa, très convivial. Et après le clinica, c'était pour moi une parenthèse vraiment fantastique, quoi. En dehors de ça, donc l'organisation, l'examen d'anglais, il est difficile. Il est difficile à passer. Donc, il demande de passer l'IELTS avec un certain niveau. Quand c'est du clinical fellowship, je ne me rappelle plus des valeurs seuil, mais c'est difficile. Pour vous dire, il y avait des Irlandais, par exemple, qui étaient des techniciens des aides opératoires, qui n'arrivaient pas à le C'est passer. 7,5. C'est C'est 7,5. 7,5 sur 9 avec Quatre aucune items. note en dessous de 7. Ouais, sur 4 items. Et il y a moi, je me souviens des Irlandais qui l'avaient passé 3 ou 4 fois quoi, pour venir, parce qu'ils demandent ça à tous les étrangers. Donc, c'est quand même un niveau académique qui demande en anglais, donc ça demande beaucoup de travail. C'est une préparation qui demande presque un an. Donc, il faut quand même, pour ceux qui veulent faire après leur expérience de clinica, c'est quand même. Est-ce que vous pouvez développer ça? Comment vous avez amélioré votre anglais? Ben, moi, tous Parce les que vous soirs, êtes parti d'un niveau qui était à peu près le mien, c'est-à-dire assez bas. Et alors, comment avez-vous fait? moi, c'est pendant un an, tous les soirs, j'avais une correspondante pendant 1 heure, on discutait. Donc, j'étais sur Internet et un peu comme Doctolib, on prend des créneaux pour discuter pendant 1 heure. J'ai fait ça pendant un an. Euh, C'était indispensable en fait parce que l'examen il est vraiment dur. Donc, on a préparé spécifiquement pour cet examen. 1 heure Euh, par jour ou par semaine? par jour, tous les Par soirs. jour, oui, d'accord. Ouais, tous les soirs, ouais. Donc, c'était intense, quoi. Mais on n'avait pas le choix, le niveau demandé était élevé. Puis après, quand on arrive là-bas, quand même, on a envie de se débrouiller parce que ça parle vite, ils ont un anglais qui est spécial, ils ont un accent, ils ont du slang, ils ont un langage local. Et c'est vrai que heureusement que j'avais fait ça, moi. Ça m'a permis de m'intégrer aussi, quoi. Moi, j'ai la même expérience que toi pour ça, Jérôme, et juste pour renforcer cet aspect des variations locales, en particulier des parties les plus rurales en Australie. Moi, j'ai un de mes amis là, qui était registrar pendant que j'étais fellow, qui est né, qui est de Port Lincoln, qui est une petite ville de pêcheurs. Et ses parents étaient fermiers. Il est né en Australie, hein, et en fait, quand il est arrivé en première année de médecine, on lui a demandé de prendre des cours d'anglais parce qu'il ne le comprenait pas. Donc, il s'est retrouvé à la fac avec des Chinois alors qu'il était anglais. Donc, c'est pour vous dire l'importance de la sévérité de l'accent en Australie. On partageait cette anecdote il n'y a pas très longtemps, là, quand on évoquait les difficultés de la langue. C'est vrai que ça peut être compliqué avec certains patients. Même si on parle très bien anglais, il faut suivre un peu. Et toi, Pas Franck, comment facile. tu as fait pour améliorer ton anglais? Tu as pris une jeune fille aussi tous les soirs? Alors, pas tous les soirs. Non. Enfin, non, j'ai pris des cours, moi. J'étais allé à Toulouse et je me déplaçais
Donc, c'était pas tous les jours, mais c'était 3 fois par semaine. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et après, l'IELTS, c'est quelque chose qui se bachote, ça se prépare. Donc maintenant, moi, je l'ai vécu 2 fois parce qu'il a fallu que je le repasse pour ma deuxième expérience, là, 15 ans plus tard. Donc la première fois, c'était encore avec des cassettes et des annales sur des petits livrets. Et maintenant, tout est en ligne. Et donc, il y a certaines annales qui sont gratuites. Si on en veut davantage, il faut payer 20 euros, 30 euros. Mais on ne peut pas l'avoir sans le préparer, en fait. C'est 4 D'accord. exercices qui sont vraiment très, très spécifiques et qu'il faut travailler et retravailler. Bon, évidemment, il faut avoir une base parce que sinon, on n'y arrive pas. Mais c'est un exercice qui est vraiment très, très, très spécifique et il faut bosser, quoi. Il faut savoir que ce test, il est valable 2 ans. Ouais. Et après, il peut être reconduit après l'échéance des 2 ans si on peut faire la preuve d'une pratique régulière de l'anglais dans le cadre professionnel. Donc, ça veut dire en pratique travailler là-bas, quoi. Je vous rappelle que tout le monde peut poser des questions. Vous ouvrez votre micro et vous parlez. Vous pouvez leur poser des questions à tous les deux en même temps. Ils ont vécu des expériences proches et différentes. Après, il y a aussi un élément, c'est le financement, parce que ça coûte cher. Moi, j'ai pas eu le soutien des différentes sociétés françaises, la Sofcote, la SFA. Il faut savoir que ça existe, on peut partir avec ces sociétés, ils peuvent nous aider. L'hôpital aussi. L'hôpital. Moi, j'avais le soutien de maîtrise orthopédique de l'Yvonne d'Orsognan, que j'avais rencontré à Ypres. Il m'avait promis voilà, un petit soutien pour pouvoir derrière Ça, publier c'est un fini, papier. hein. Il n'y est plus à maîtrise et ceux qui y sont ne donnent plus d'argent. Mais c'était bien. Enfin, moi, j'avais pu m'en sortir comme ça. Après, là-bas, alors, à Melbourne, moi, je touchais 2500 $ par mois, ce qui était, c'est dur pour vivre là-bas, c'était pas beaucoup. À Perth, quand j'y étais, c'était à peu près 10 000 $ et à Auckland aussi. Donc là, on vivait vraiment bien sur ces fellowships, c'était parfait. Mais il faut savoir que c'est pas évident. Moi, j'ai fait 3 différents en fait. J'ai eu une expérience vraiment différente de Franck. Donc, je suis à Melbourne, je suis parti 6 mois. À Melbourne, j'ai rencontré le chirurgien de Perth, Gavin Clark, qui faisait la chirurgie robotique. Donc, j'ai pu aller à Perth faire la chirurgie robotique. D'ailleurs, j'ai fait Melbourne-Perth en voiture. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est 4000 km. C'est une expérience incroyable, ça. Et après, j'ai rencontré le chirurgien des All Blacks, Marc Latourcy, sur un congrès à Sydney. Puis il m'a dit, mais j'ai une place, donc tu n'as qu'à venir. Moi, j'avais encore un an à attendre et ça s'est fait comme ça, en fait. Et donc, je me suis retrouvé à partir en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, le niveau de l'IELTS, il est supérieur, Franck. Je pense qu'il doit demander 8. Si c'est 7,5 en Australie, c'est 8. Moi, j'avais vraiment du mal parce que, encore une fois, c'est difficile, quoi. Ils ont un Et meilleur moi, anglais en Nouvelle-Zélande. Ils parlent un anglais assez pur. Non? ouais. C'est Enfin, en un tout meilleur cas, rugby, surtout. oui. En tout cas, ils demandent un meilleur niveau pour ceux qui viennent, ouais. Et voilà, donc ça, c'est vrai, l'anglais, c'est un élément important. Et le financement aussi, parce que il faut le mettre en place. Alors, si on fait des clinical fellowship, on est payé. Si on fait des research fellow, on n'est pas payé. Donc, il y a vraiment une bourse à aller chercher auprès de la SFA ou de la Sofco. Donc, ouais, Et donc moi, j'ai été financé. Donc, parmi tout ce qu'on a dit, j'avais aussi maîtrise orthopédique qui m'avait payé le billet, moi, aller-retour. Il y a des bourses de la CME qu'il faut demander. Il y a la Sofcote. Il faut savoir qu'on peut partir avec son salaire universitaire. C'est-à-dire que moi, j'étais chef de clinique et j'avais conservé mon salaire universitaire là-bas. Et moi, j'étais payé, c'est difficile parce que ça date un peu, mais de l'ordre de 5 000 $ sans les gardes. Si on l'ajoute à mon salaire universitaire, c'est correct. Ça me permettait largement de vivre. Si on y rajoute la bourse, j'ai jamais été aussi riche de ma vie. J'étais célibataire. Donc, c'est pas une mauvaise opération. moi, j'ai une question concernant la recherche. Tu nous as parlé d'une journée de recherche, mais est-ce qu'ils ont, par exemple, des assistants de recherche clinique? J'avais été aux États-Unis, à Miami, moi, comme vous, en échange, et il y avait une personne qui faisait toutes les recherches cliniques, c'est-à-dire il remplissait toutes les données de chaque malade dans les dossiers, et qui ensuite écrivait l'article avant de le soumettre au chef de service, qui faisait la discussion. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui s'occupent de la recherche? Alors oui, Ouais, euh, vas-y, Jean. moi quand j'étais à Melbourne, c'est vraiment un centre, c'était impressionnant, c'est le centre de Julian Feller, il publie un papier par mois sur les grosses revues, sur la JSM, BJSM, ce genre de revues. Et c'était très structuré, c'était assez impressionnant. Ils avaient 3 attachés de recherche clinique à temps plein qui travaillaient donc sur les différents sujets.
une journée complète de recherche par praticien. Donc, et nous aussi, le fellow a participé aussi à cette journée complète. Et les réunions, en fait, elles étaient toutes les semaines pour savoir comment on avait avancé, quels étaient les premiers résultats, est-ce qu'on réorientait l'étude ou pas. Voilà. Donc, ils discutaient ça toutes les semaines. C'était des meetings hyper intéressants. Euh, et c'est vrai que ça produisait. Moi, j'étais très surpris de l'efficacité de l'organisation. Et quand il y a 3 heures à temps plein, c'est vrai que vous demandez poser une question, la semaine d'après, il y a toutes les données, quoi. T'ayant côtoyé pendant 10 ans, je suis sûr que ça t'a plu, ça. Moi, j'ai adoré, ouais. Moi, j'ai beaucoup publié là-bas. Je crois que j'ai publié 6 papiers à Melbourne en étant 6 mois, ce qui est quand même pas mal. Et c'est vrai que, comme dit Franck, il y a ce côté, il y a aussi le côté humain qui était énorme parce que je me suis fait beaucoup de copains là-bas. Et la connexion, notamment avec César, elle était super. On allait voir les matchs de foot australiens, on allait pêcher ensemble, faire des excursions ensemble. Et c'était vraiment chouette. Voilà, enfin, je suis un peu sorti du sujet, mais en tout cas, sur la recherche, c'était très, très, très formaté, beaucoup plus qu'à Perth ou à Auckland, par exemple, où c'était vraiment le chirurgien qui faisait sa recherche et qui avait éventuellement le soutien d'une arc. En fait, Et toi, Franck? Ah, pardon. si je peux intervenir, quand on va dans ces pays étrangers, quand on est fellow comme vous, comme j'ai pu l'être aussi, rien n'est gagné. C'est-à-dire qu'on nous propose une étude et c'est un peu l'étude test. C'est-à-dire soit on fait le boulot de manière correcte et les portes s'ouvrent, et à ce moment-là, comme ce que tu disais, on te confie d'autres études, etc. Soit tu fais pas le travail et à ce moment-là, c'est fini, quoi. On te laisse sur le côté. Donc, il y a quand même, rien n'est gagné. Il faut, en plus de tous les niveaux d'anglais ou diplômes que vous passez pour y aller, il faut sur place être investi, Réactif. quoi. Plus qu'investi, même. Après, Oui, oui. il y a Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que Absolument. moi, j'ai l'expérience récente aussi en y étant retourné. Euh, D'une part, ce n'est pas le cas de tous les services, mais en général, quand un service est structuré et propose un poste de clinical fellow ou de research fellow, en général, ils ont des assistants de recherche qui fonctionnent comme l'a dit Jérôme, et la vie est belle. Mais à l'inverse, il y a des services où il n'y a pas. Et il y a des chirurgiens, quand ils veulent faire de la recherche, qui se retrouvent tout seuls et qui doivent tout porter sur leurs épaules et rester tard le soir. Mais non, récemment, le service dans lequel moi j'avais été clinical fellow, qui n'est pas celui que j'ai visité, mais j'ai pu m'y rendre à plusieurs reprises là, ils ont toujours un poste de clinical fellow, mais celui-ci là que j'ai rencontré était très déçu parce qu'on lui proposait rien. Donc, il a fallu que moi je lui propose un travail qui mène à bien en ce moment d'ailleurs sur une série toulousaine, alors que lui, il était fellow suisse en Australie et qu'on n'y avait pas proposé le travail. Donc, ça peut être aussi frustrant. Mais donc, il faut que les bonnes intentions soient réunies des deux côtés pour pouvoir faire ce que tu as fait, Jérôme, c'est-à-dire finalement tirer le gros lot et sortir un article par mois, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai une petite remarque, c'est que sur ce que tu as dit au début, Franck, tu as dit que là-bas, en gros, les professeurs choisissent leurs élèves. C'est-à-dire qu'il y a des oraux, enfin, il faut prouver que l'on peut accéder. En France, c'est l'inverse. L'interne choisit son service, il choisit son professeur, il impose le fait qu'il sera telle spécialité, on ne peut pas l'en éjecter si on ne le trouve pas bien. Et nous, on a de nouveau la main à peu près pour le clinica et après pour les postes hospitaliers. Donc, ma question est celle-là. Euh, Si on veut devenir professeur en Australie ou en Nouvelle-Zélande, quel est le cursus? Comment ça marche? Vous avez une idée de ça? C'est pas, pas très différent, pas très différent. Il faut avoir une épreuve de titre, il faut avoir une thèse de science, il faut avoir encadré la recherche. Non, de ce point de vue-là, c'est pas très très différent. Ce qui pourrait représenter une différence, c'est le nombre. Alors, j'ai pas préparé des statistiques ce soir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de professeurs là-bas. Et par exemple, il y a des institutions tout à fait respectables qui n'ont pas de professeurs. Je sais pas ce que tu en penses, Jérôme. Ouais, moi, ça, j'ai pas bien compris comment ça fonctionnait, sincèrement. Ce qui m'a surpris, c'est ce que vous disiez, là, Monsieur Chiron, le
le fait que les internes, on va dire, pour prendre l'exemple par rapport à la France, les internes doivent être acceptés par le chef de service, ils doivent aller le voir. Il y a un peu de lobbying à faire quand même, hein. Il faut bien se comporter, il faut être sympa, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et puis les interviews, on peut pas se présenter à une interview comme ça, même avec les meilleures intentions et être rasé de près. En fait, les interviews, elles se travaillent parce que aucune question n'est anodine. Tout se prépare, c'est-à-dire que dans les interviews, on est systématiquement euh, confronté à une situation bien particulière. Vous avez prévu un remplacement prothétique sur une fracture. On vous dit qu'au dernier moment, la boîte n'est pas stérile. Ou votre chirurgien senior, vous apercevez qu'au moment de se laver les mains, il sent l'alcool. Donc, en fait, si on n'a pas préparé, c'est des vraies questions, hein. J'ai Ce sont pris des deux bonnes exemples questions. qui font partie de la liste de 50 questions pour lesquelles il faut répondre de manière très structurée et il y a pas 36 bonnes réponses. Et ça se prépare. Et je vais vous le comparer avec la France, puisque quand j'étais chef de service, j'ai un interne que vous avez beaucoup côtoyé et qui est l'un de vos amis, dont je ne vous donnerai évidemment pas le nom, qui est venu me voir, ce qu'ont pas fait les autres. C'est-à-dire, en gros, il est venu de lui-même faire une interview et sa question a été, il est bon votre service, on y travaille bien, vous croyez que je vais y apprendre quelque chose? Donc c'est tout à fait différent. C'est moi qui ai répondu aux questions. C'est vrai ce que je vous raconte. Et Pas c'est inintéressant. très sélectif, c'est très sélectif en fait pour eux. Et beaucoup en fait ne rentrent pas dans le programme. Franck parlait de 40%, moi j'ai pas les chiffres, mais alors, c'est surprenant parce qu'ils retentent chaque année, donc ils ont presque 35-40 ans certains, ils Oui, sont toujours pas ils sont toujours pas dans le programme, quoi. ça, c'est un peu Et, tard. et c'est étonnant. Moi j'avais 30 ans quand je suis sorti du Clinica, et j'étais plus jeune que tous ces types que j'encadrais. Comme en C'était Angleterre. un En peu Angleterre, bizarre on peut rester chef leur de relation. clinique jusqu'à 50 ans. On n'accède pas forcément au grade au-dessus en Angleterre, tout en Pareil, hein. étant un Après, chirurgien compétent. ils ont le même roi, hein. Tu sais, en Australie, en Oui, Nouvelle-Zélande, c'est c'est quand le même. Commonwealth, oui. Ils sont cousins. Mm. Mais ça me fait penser, là, parce que c'est intéressant, parce qu'on peut rebondir, ça me fait penser que eux-mêmes, les Australiens, c'est pas concevable de s'installer en public ou en privé sans avoir fait eux-mêmes de fellowship. C'est-à-dire qu'ils font au moins un an, certains 2 ans, même sans avoir aucune ambition universitaire. Donc ils vont tous partir en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, un an ou souvent 2, pour apprendre la spécialité dans la spécialité qu'ils auront choisi d'embrasser, le remplacement prothétique du genou, l'arthroscopie d'épaule, que sais-je. Et ça, c'est des démarches qui sont personnelles pour le coup, à la Murgier. Ça, c'est pas le patron qui va suggérer, c'est chacun qui prend les choses en main et décide de ce qu'il va faire plus tard. Et c'est très important dans leur CV, ça. Ça fait partie Oui. de vraiment. Ouais, mais nous par exemple, c'est pas important. Je veux dire, personne ne Ça, le. non, 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 c'est pas vrai. Enfin, Pierre va t'en parler, mais pour moi, on t'a dit on prenait la main qu'à partir du clinica, mais si, c'est important. Ici, c'est fondamental même, hein. Oui, oui, oui. C'est un petit peu la différence entre chacun. Ça prouve qu'il Celui faut faire un qui effort. aura traversé la rue pour faire sa mobilité, c'est pas pareil que celui va dans l'hémisphère sud ou Je parle après Ah, sur en leur public. CV. Ils le mettent vraiment en avant sur les sites internet ou quoi. Ah oui. C'est vraiment un élément pour eux important après, quoi, en dehors du contexte hospitalier. Sûr qu'à Oui, Bayonne, et en si dehors, tu et en leur mets dehors j'étais en de, Nouvelle-Zélande, bon, ça va pas aller. Ouais, voilà. Le rugby, peut-être. non, non, en dehors d'une carrière universitaire aussi, et je suis d'accord, c'est très important, mais c'est tout simplement et de manière très, très pragmatique, c'est parce que c'est là qu'ils apprennent le métier, quoi. Si bon, j'en sais rien, moi, London, Ontario, avec un gars qui fait 400 remplacements prothétiques du genou par an, avec une technique bien, bien spécifique, un implant bien spécifique, qu'ils vont utiliser eux-mêmes en rentrant. Ben, c'est sûr que ça fait la différence. Je pense qu'ils peuvent avoir des résultats qui sont à la hauteur de leur investissement. Vous pourriez nous parler des heures de travail et notamment à quelle heure on commence le matin et à quelle heure on termine l'après-midi? Parce que Donc, dans ton introduction, tu as dit ils ont quand même une vie privée, ce qui n'est pas évident en France.
quand Ah tu... oui, oui, ça, je te confirme, oui. Non, c'est en général, on embauche à 8h moins le quart avec un staff. Il y a un break, mais très rapide. Souvent, c'est à l'occasion d'une réunion qu'on va manger sur le pouce. Et après, je te dis, ça dépend des endroits, mais 17h, parfois même 16h, on plie les cannes. Et donc là, c'est le temps pour la famille, les amis, du sport, cuisiner, aller à la pêche, faire un tour de vélo. Et ils mangent tôt, puisqu'on parle des choses de la vie. Ils mangent tôt, ils dînent à 19h et ils se couchent assez tôt aussi et ils se lèvent tôt. C'est-à-dire que la plupart, le matin, quand ils vont au travail, ils ont déjà fait 1 heure d'aviron, un jogging, quelque chose. En Nouvelle-Zélande, c'est pareil? Oui, hein. Alors, je ne voudrais pas Ils sont plus généraliser parce anglais. que Ils sont plus anglais en Nouvelle-Zélande. je travaillais avec un chirurgien qui était vraiment un bourreau de travail, qui travaillait vraiment beaucoup. Mais sur les blocs, c'était, comme disait Franck, ça fermait à 5 heures. On commençait à 8 heures, on fermait à 5 heures. Sur les consultations, c'était dur. Il commençait vers 7h30, il finissait vers 7-8 heures le soir. Ça ressemblait plus à nos consultations, quoi. Les consultations, elles étaient dures. Ils voyaient 80 malades. Mais le bloc, Parfait. effectivement, c'était fini à 5 heures. En Tu étais où, à Nouvelle-Zélande, Auckland? Tu étais à Auckland? ouais, moi j'étais à Auckland, ouais. Je connais cet hôpital, j'y suis allé 3 semaines. Euh, je te raconterai ça en dehors. Euh, Les, euh, Évidemment, moi, je parlais de l'hôpital, hein. Les cliniques, effectivement, ils peuvent finir bien plus tard, comme chez nous. Il y a parfois des blocs qui se terminent à 19. Les consultes, ça peut finir après 20 heures, mais oui, ils gardent un temps de malade. avec un objectif d'acheter la maison de luxe à la mer, en plus du chalet en Nouvelle-Zélande. Enfin, ils sont très bien rémunérés, les chirurgiens, et comme partout, il y en a qui veulent faire plus de chiffres. Et donc, voilà, mais ça, c'est libre à chacun, quoi, je veux dire. Mais en règle générale, ils finissent quand même plus tôt, il fait toujours jour, quoi. Posez des questions, parce que vraiment, là, vous avez 2 personnes qui ont fait l'effort d'aller ailleurs, qui ont bien compris le circuit. Ah ouais, un effort, hein, c'était un plaisir. Ouais. Oui, un plaisir, mais Je peux un pas te effort dire. aussi. Non, 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 il faut apprendre l'anglais, il faut remplir les papiers, il faut qu'on t'accepte. Une fois que tu es là-bas, il faut publier, il faut montrer qu'on est compétent. Le jeu en vaut la C'est un effort. chandelle. C'est un effort, oui, 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 mais ça vous a sélectionné. Posez Moi, des questions. si je peux donner des éléments que j'avais trouvé de comparaison qui m'avaient intéressé, c'était la rééducation. Quand on parle de la chirurgie sportive, là-bas, ils avaient très peu à faire. Enfin, ils demandaient très peu de séances de rééducation, ils en prescrivaient très peu. Souvent, le kiné se comportait un peu comme un médecin du sport, c'est-à-dire qu'il donnait aux patients des exercices et il le revoyait tous les 15 jours, 3 semaines. En Nouvelle-Zélande, sur les croisés, je ne sais plus, il faisait 7 séances de rééducation et il louait un vélo au domicile. Voilà comment ça se passait pour la rééducation. On est assez d'accord. Il n'y avait Oui, pas de centre. Il y avait exactement pas- la même expérience, mais c'est parce que c'est de manière plus générale, et c'est parce qu'ils ont un rapport différent à la santé. Ouais. Et nous, il faut que la rééducation, que le soin soit forcément médicalisé, surtout qu'il soit gratuit. Et je ne pense pas que ça rende service à la majorité des patients, hein. Prescrivez-moi 10 séances de kiné de plus. Les patients sont très passifs. Et moi, je m'aperçois que dès que c'est payant, les résultats sont meilleurs. Surtout que vous avez vu la loi qui Et fait que là-bas, ils prennent maintenant, les choses en main. le kiné se renouvelle lui-même les séances, à condition que la caisse l'accepte, même Oui, sans oui. coût. Il y a des prothèses de hanche à 120 séances de rééducation. Oui. Monsieur Là-bas, il y Mais avait comme Richelieu, dit Jérôme là-bas, le chirurgien ou le physio va donner des indications et c'est un travail qui est personnel. Et le patient, s'il veut aller mieux, il le fait, et puis sinon, tant pis, mais la plupart le comprennent et le font. dans ma génération, on avait un professeur qui s'appelait René Ruffier, qui nous formait à l'internat, et la rééducation, il l'a résumé, il ne faut rééduquer que les malades rééducables, voulant se rééduquer, chez un rééducateur sachant rééduquer. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de malades qui en ont besoin. D'autres questions? Bon, écoutez, moi, je regrette de vous avoir donné cette parole parce que j'ai appris que dans ce pays, il y a des chirurgiens qui gagnent au moins 40 000 euros par mois, qui travaillent moins que nous, qui ont des malades agréables et une vie privée. Et tout ça, ça fait un petit peu râler quand même. On peut le tourner dans tous les sens. Ils ont même des attachés de recherche clinique quand ils veulent faire de la recherche. Donc, ma dernière question est, et le retour, comment l'avez-vous vécu? Est-ce que vous avez voulu appliquer ce que vous avez vécu là-bas en France? Ou vous êtes rendu compte que c'était impossible? Non, moi, je vais te rassurer parce que je vais quand même trouver un point négatif à tout ça, c'est Ah, que je suis revenu, quoi. oui, ils t'ont plu.
Et alors, pourquoi tu es revenu? Tu aurais pu rester là-bas. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas que le job, quoi. Il y a aussi il y a aussi la famille, et donc c'est des choix qui impliquent davantage de choses. Et puis, voilà, pour tout te dire, moi, je devais rentrer parce que de toute façon, j'organise le congrès, le congrès européen à Toulouse au printemps 2025. Donc, j'avais cet Oui. impératif-là, mais bon, on verra, hein. Tu aurais bien Pas vécu vrai, là-bas. Tu aurais bien vécu là-bas, ça t'aurait pas. Ça aurait été une non, moi, possibilité. ça me dérangerait pas, non. Et toi, Jérôme? Pour les éléments qu'on a évoqués, hein. Et toi, Euh, Jérôme, le retour? Ah, le retour, très très dur. Tu as trouvé des défauts en France. Tu as vu tous les défauts de France? Encore plus, parce qu'avant, tu es baigné dedans, tu ne les voyais pas. Oui, non, Parce j'ai que trouvé le retour. le salaire de votre fellowship, c'est celui d'un PUPH en France. Je sais, ouais, j'en ai conscience. Et en Suisse, le salaire de l'assistante, enfin de la S, c'est celui d'un chef de clinique. C'est-à-dire la femme de ménage gagne comme un chef de clinique en Je France. voyais les infirmières avaient de bons salaires parce qu'elles prenaient des vacances, elles partaient en Europe, elles partaient 4-5 semaines. Je voyais bien que ce n'était pas les vacances Vous de nos voyez que les infirmières. salaires en France sont bas, mais on y vit pas mal quand même. Donc Ouais, ouais. Alors, comment tu as vécu le retour? Non, moi je serais bien resté. J'avais une place à Wairarapa, qui est au centre de l'île du Nord, Nouvelle-Zélande. Moi, ça me plaisait beaucoup. Alors, il s'avère que là-bas, moi, j'ai rencontré ma femme, donc on a beaucoup discuté. On aurait pu rester là-bas. Ma femme est australienne, du coup, et on est rentré au Pays Basque parce qu'il y avait une belle installation. Je sais que ici, c'est sympa, la vie est sympa. Donc, on a beaucoup hésité, mais si on doit repartir demain, moi, je pars demain, il n'y a aucun souci. Bon, Et, mais quand même, tu es revenu. Et je suis ça lui a revenu. plu, le Pays Basque, à ta femme? Ouais, ça ressemble beaucoup à Nouvelle-Zélande. Où il y a la mer, les Il y a la vagues, mer. la Voilà, plage, il y a des trucs un peu pareils. On y ouais, mange un peu mieux quand même, parce qu'on ne mange pas formidablement bien en Nouvelle-Zélande. C'est des Anglais. il n'y a pas de piperade, hein. Ça reste des Anglais, hein. Il y a la chicken soup, là, il faut se la faire. Il y a la pluie quand même, il y a la Ils ont du pluie. bon vin. Ils ont du bon vin quand même en Nouvelle-Zélande. Il est meilleur Je qu'au Pays vais, Basque, oui, ça c'est comme on sûr. n'est pas nombreux, quand on n'est pas nombreux, je vais vous raconter mon expérience de Nouvelle-Zélande. J'étais à Tahiti chirurgien, donc j'avais 27 ans, j'étais chirurgien militaire, et là-bas, il n'y avait pas de radiothérapie. Donc un malade a eu un cancer du poumon, et on m'a envoyé en Nouvelle-Zélande pour le convoyer. Et je l'ai amené à cet hôpital d'Auckland où tu devais être. L'idée étant que les billets aller-retour étant chers, celui qui convoyait restait 15 jours là-bas ensuite. Il laissait le malade et il laissait 15 jours. Donc, quand je suis arrivé dans cet hôpital, on m'a demandé d'où je venais et qui était mon chef de service. Et j'ai dit le professeur Fika. Et au nom du professeur Fika, tout s'est ouvert. Il connaissait la classification, la nécrose. Enfin, ça m'a ouvert les portes. J'étais dans une salle où ils étaient tous assis. D'où vous venez, professeur Fika, sourire et vous allez venir. Moi, je me suis promené dans cet hôpital. Et puis après, le chef de service, ah oui, et en arrivant, c'est l'essentiel, il y avait une très très belle infirmière, mais vraiment très belle, qui nous a reçus pour convoyer le malade jusqu'à l'hôpital. Et j'ai discuté avec elle, et elle m'a dit, quand vous aurez fini de porter le malade, je viendrai vous voir et je vous ferai visiter Auckland. Alors moi, j'avais dit oui. Et puis, ce chef de service a vu que je ne parlais pas très bien l'anglais. Il m'a dit donc, je vais vous organiser le voyage en Nouvelle-Zélande. Il m'a pris une voiture avec un chauffeur et deux vieilles anglaises et j'ai fait tout le tour de la Nouvelle-Zélande pendant 15 jours. Et quand je suis rentré, j'étais prendre des nouvelles le malade qui m'a dit, vous savez, l'infirmière qui nous a reçus, elle est venue tous les jours me demander où vous étiez. Voilà mon souvenir de Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets? Je ne sais pas. Donc je connais ton hôpital et j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande avec deux vieilles anglaises. Et je connais la chicken soup. C'était le Middlemore Hospital. Je ne sais pas si vous vous souvenez Oui, du c'est nom. ça, Middlemore Ouais, Hospital. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'y avait pas de centre-ville. C'était quand même une ville très étalée. J'étais à Whangarei aussi, c'est dans le nord, ouais. en voiture, là, me promener. Je suis allé aussi. Ouais. Moi, j'ai fait le tour de Nouvelle-Zélande avec Jean-Philippe Cahuzac en camping-car. Ah oui, Ouais. bon. Après, je ne peux pas vous raconter tout ce voyage, mais c'était sympa quand même. J'en ai des bons souvenirs. C'était une autre époque. Plus de questions, on arrête là. Bien, c'était très bien. Je pense que ça apportera beaucoup et ça donnera envie de voyager. Il faut le faire, ça fait partie de la formation. Et puis, c'est un âge agréable pour le faire. C'est ni trop tôt ni trop tard. Quand on est interne, je pense. Hmm. Après, il y a des engagements qui font qu'on peut moins le faire. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais enfin, moi, j'en suis un convaincu, hein. J'ai toujours poussé. C'est vrai qu'initialement,
Quand on me l'a proposé, quand mon père m'a dit il faut partir aux États-Unis, je lui ai dit oh non, qu'est-ce que je vais faire aux États-Unis? Je suis bien en France. Et puis il y avait toutes ces étapes que dont vous avez parlé. Moi, j'ai passé l'internat américain, il y avait en plus le niveau d'anglais à passer. Bon, et puis finalement, c'est une expérience professionnelle, mais une expérience de vie qui est fantastique. Et puis on garde un réseau de copains finalement, oui, professionnels, mais également amicaux que je côtoie encore 25 ans après ou 27 ans après, quoi. Donc je pousse tous les jeunes, quand ils me le demandent, de partir à l'étranger, quoi. Et alors, tu vois, là, quand on veut faire une carrière hospitalière, c'est presque obligatoire. Mais je remarque que nos maîtres, alors que ce n'était pas obligatoire, Rienaud, Mansat, Puget, le plus jeune, ont tous fait, et Rienaud en premier, ont été aux États-Unis Mhm. et ont fait ce voyage alors que ce n'était pas nécessaire à leur cursus. C'était J'ai lu le l'après-guerre ici, rapport hein. C'était l'après-guerre. Donc la France a été un peu bloquée par la guerre. Ils sont allés voir ce qui s'était passé ailleurs. j'ai lu le rapport de Rienaud et de sa femme qu'avait mon père dans sa bibliothèque Mhm. là, à son retour des États-Unis. Et c'est vrai que Ah, mais j'aurais pu le calquer sur quelques années après. il faut savoir que Madame Rienaud, qui était anesthésiste, a ramené des États-Unis l'intubation. On Oui, n'intubait absolument. pas les malades en France et c'est elle qui a introduit l'intubation puisqu'elle a vu ça, je ne sais pas si Et c'était Rienaud a appris là-bas la chirurgie thoracique, hein. C'était Oui, oui, pas oui. forcément l'orthopédie, Oui, quoi. oui, mais Ouais. il y est allé. Il y Ouais, est tout à allé. fait. Bon, on arrête Très là. bien, Et à bravo. la prochaine fois. Merci à tous d'avoir été présents. Merci. J'ai un petit peu Merci. oublié de faire le rappel cette fois-ci. J'y penserai la prochaine fois. Au revoir, au revoir. À Et bientôt. merci. C'était vraiment passionnant. Et Jérôme, j'espère que tu t'intéresseras au programme et on te reverra. Avec plaisir. Allez, ciao.